Ce mardi 23 novembre 2021, Alterae organisait son second webinar. Juste un emballage ou un emballage juste? Voici le replay de l'événement. Donc Benoît Calou, je suis le gérant de la société Alterae. Bienvenue dans ce webinaire qui est d'actualité, où nous allons exposer quelques éléments avec deux participants, deux intervenants de marque, voilà, experts dans leur domaine. Donc on va en venir dessus. Donc vous allez pouvoir poser des questions sur le chat en même temps pour que l'on puisse répondre par la suite, en fin de webinaire. Donc en quelques mots, donc moi Benoît Calou, la société Alterae a un peu plus d'un an d'existence. Donc pour rappel, on est une jeune entreprise qui commercialisons et développons un produit innovant biodégradable et réutilisable pour le calage et la protection. Donc ça c'est notre société. Donc c'est un produit, une plaque conduite à base de papier recyclé. Donc on est aujourd'hui là tous ensemble. Donc nous on est dans la région alsacienne, mais je pense que les gens un peu de... Donc aujourd'hui nous allons aborder dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. L'objectif est d'aborder le thème du suremballage et de l'éco-conception aujourd'hui. Donc le juste emballage, un emballage juste, c'est comme vous le savez tous d'emballage pour tout ce qui est lié à Internet, l'achat par Internet suite au Covid, et période des fêtes de Noël, c'est encore plus important. Donc le sujet est vraiment à ce jour d'actualité. L'emballage des colis, c'est un élément visible de chacune des marques qui envoient leurs produits. Donc il y a une importance forte dans l'engagement écologique que peuvent avoir les entreprises dans leur gestion de l'emballage. Donc en plus, l'emballage, on a vraiment tous l'utilité, et c'est un emballage qui est souvent unique, une protection, un emballage qui est souvent unique malheureusement, c'est du one shot, on l'utilise, on le déballe et puis on le jette. Donc l'idée c'est aussi par cette discussion de voir quelles sont les idées qui ont été mises en œuvre par certaines entreprises. Est-ce qu'il y a un cercle vertueux de la réutilisation, la réparation aussi, qui peut être mise en avant. Donc voyons comment certaines entreprises ont mis en œuvre cela pour répondre à ces problématiques du moment. Donc on a des approches innovantes, plus collaboratives qui apparaissent. Donc aujourd'hui, il y a des organisations, des fonctionnements inter-entreprises. Donc comment répondre à court terme à ces enjeux environnementaux, réglementaires aussi, on va le voir, parce qu'il y a l'aspect réglementaire qui est important, et économique, parce qu'il y a un aspect économique, bien entendu, qui est à prendre en considération dans cette démarche. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux intervenants qui ont eu des problématiques ou qui ont encore des problématiques sur le sujet. Donc, tout d'abord, j'ai Henri Demontron, donc, qui est un expert packaging au sein de la société Somfy, donc, qui va se présenter un moment. Donc, Somfy, en quelques mots, mais Henri va nous en dire un peu plus. Leader mondial, donc situé en Haute-Savoie, dans la région de Cluse. Qui est toujours en recherche d'innovation et très engagé sur les aspects développement durable et éco-conception par rapport à ses produits et par rapport à son image. Donc, comme on le dit, j'ai repris une phrase qui était notée chez Somfy. Chez Somfy, nous agissons chaque jour pour relever ensemble le défi du développement durable. Nos équipes avancent pas à pas avec dynamisme et détermination. Ces qualités nous permettent de relever les défis les plus exigeants à l'image des grands champions qui nous inspirent. Donc, et pour rappel, Somfy est un sponsor partenaire engagé du biathlon français que vous voyez souvent sur les crosses ou sur les bandeaux des biathlètes français. Voilà. Alors Henri, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Henri Demontron, donc je travaille chez Somfy, comme l'a dit Monsieur Calou, depuis 2007 en tant que responsable packaging pour le groupe. À ce titre, j'ai plusieurs missions. La première sera de faire de la veille
technologique et sur le réglementaire également, pour être sûr voilà, d'être bien dans le bon cadre. Ensuite, après, le conseil au business line qui développe les produits, parce que je ne pourrais pas en fait suivre tous les développements packaging. Donc en fait, je suis plutôt là en tant que consultant par rapport aux équipes de développement. Troisième mission, tout ce qui est amélioration continue sur tout ce qui est en série, en termes d'emballage de produits Somfy. Et puis, voilà, tout ce qui est, j'allais dire, projet un peu innovant pour rechercher d'autres voies d'emballage ou d'utilisation des emballages. D'accord. Et votre périmètre, c'est Somfy Monde, on va dire, enfin, c'est lié à la France, mais... Alors, en fait, il y a plusieurs sites industriels. Il y a les sites français, évidemment, qui sont dans la vallée de l'Arve, le site de Tunisie, le site de Pologne et deux sites en Italie, voilà, avec lesquels je travaille régulièrement. D'accord. Merci. Et donc, Gilles, notre deuxième intervenant, donc ingénieur en conception packaging, donc 25 ans d'expérience dans le domaine de l'emballage industriel et du grand public aussi. Donc, de nombreux exemples aussi à notre connaissance que vous allez partager. En quelques mots, Gilles Besséker, donc dites-nous, présentez-vous un petit peu, qu'on sache un petit peu plus. Alors, bonjour à toutes et à tous, donc Gilles Bézéquière, moi je suis donc ingénieur en conception d'emballage, c'est-à-dire que je définis les emballages du brief jusqu'à l'industrialisation. Donc l'emballage primaire, le carton de regroupement et jusqu'à la palettisation. Je travaille au sein d'une multinationale et je suis basé en région parisienne. Alors, on va commencer par Somfy. Donc Somfy a créé son propre label Éco-Conception. Donc, Henri de Montron, expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est, les objectifs de tout cela, le chemin. Somfy a anticipé en fait ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, en se disant il faut que l'on se dote nous-mêmes d'ambition ou d'objectifs pour réduire la consommation d'énergie, pour réduire notre consommation de ressources, pour réduire nos emballages et pour faire en sorte que les produits soient plus durables. Donc pour illustrer un petit peu ça, j'ai pris simplement quelques extraits en fait de la charte Act for Green. Donc en fait cette charte, elle s'impose à toutes les équipes développement qui développent un produit, et elles savent que par exemple l'énergie, enfin la consommation d'énergie en veille ne peut pas être supérieure à 0,3 watts par exemple. Pour d'autres choses, c'est sur la démontabilité du produit. Aujourd'hui, ce qui est indiqué, c'est que les cartes électroniques, s'il y en a dans le produit, doivent être démontables. Voilà, par exemple. Démontables pour, bien sûr, être réparables en cas de SAV. Pour d'autres produits, tels que les télécommandes, par exemple, puisqu'on a aussi des télécommandes pour actionner en fait les volets roulants ou les portes de garage. Ça va être des matériaux interdits au profit d'autres, parce que voilà, ils ont des propriétés qui ne sont pas en accord avec ce que l'on souhaite promouvoir dans nos produits. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le packaging au milieu de tout ça représente peu de poids. C'est-à-dire que sur un produit standard, c'est à peu près 3% des émissions CO2 globales. Alors pourquoi s'intéresser finalement au packaging alors que c'est une toute petite barre de Pareto,
et que industriellement, on s'intéresse plutôt aux grandes barres de Pareto. Tout simplement parce que Somfy a réfléchi de la manière suivante en se disant tout ce que l'on fera sur le produit, ça ne se voit pas. Hein, c'est la consommation d'énergie, ça ne se voit pas. Les ressources qui sont dedans ne se voient pas. En revanche, ce qui se voit, c'est l'emballage. Donc, si nous n'avons pas une certaine cohérence entre ce que nous avons fait à l'intérieur et ce que nous montrons à l'extérieur, eh ben, il y aura quelque chose qui ne sera pas ajusté. Même si, en fait, voilà, ce qu'on va faire sur l'emballage ne sera pas, comment j'allais dire, probant en termes de résultats CO2, mais en tout cas, pour l'image, ça, en fait, le packaging, comme d'ailleurs souvent, porte et transporte de l'information et une image. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur le packaging. D'accord, ce ne serait pas quelque chose d'assez complet vis-à-vis de vos clients, voilà, qui ne voient pas les actions derrière tout ça, quoi. Voilà. Quel était un peu le cheminement et la réflexion qu'il y avait derrière tout cela? Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées et sur quels exemples? Voilà. Voilà, alors en termes d'emballage, on a, enfin j'allais dire inscrit aussi dans l'emballage la notice, par exemple, d'emploi, donc qui explique comment utiliser le produit. Donc une première étape a été de se dire, ben, au lieu de prendre du papier standard, on va prendre du papier recyclé pour éviter donc la consommation de ressources. Et donc, c'est ce que nous avons fait et on a transformé nos notices en papier recyclé. Et puis, quand on a eu fait ce premier pas, on s'est dit ben, comment on peut aller plus loin. L'idée, ça serait de réduire en fait le nombre de pages de nos notices. Donc, c'est le pas qui est en cours, c'est-à-dire que on aura toujours la notice complète, écrite avec les mots. À côté de ça, on va avoir donc cette notice complète sera en ligne sur Internet, accessible à tous. À côté de ça, avec le produit, puisqu'on a l'obligation d'avoir une notice avec le produit, puisque nous dépendons d'une norme électrique, il a été décidé de faire une notice simplifiée et avec le maximum d'images pour justement limiter le nombre de traductions. Et donc, ils sont arrivés à ne faire plus qu'une seule feuille par langue. Donc, du coup, on réduit d'autant le nombre de pages. Et le troisième volet de ce pas, c'est d'avoir créé une application Android qui permet à l'installateur de notre produit d'être guidé pas à pas sur son installation. D'accord. Voilà. Les informations en direct, rapidement, et sans la ressource Voilà. papier. J'allais dire, à la rigueur, il n'a même pas à chercher à lire la notice. En fait, il est vraiment guidé pas à pas sur ce qu'il doit faire. D'accord. Voilà. Et donc, vous aviez un autre exemple aussi par rapport à l'emballage et en lui-même, le carton, et par rapport aux tailles de carton, parce que c'est des produits qui sont assez standards, mais il y en a quand même pas mal, toute une gamme de produits, et avec aussi du e-commerce qui se met en place. Donc, comment avez-vous pu répondre à vos problématiques du moment? Voilà. Alors, effectivement, on a concernant l'emballage, plus, j'allais dire, emballage, on avait deux problématiques. Pour bien protéger nos produits, on utilise du polystyrène expansé à l'intérieur de nos emballages. Donc, le polystyrène expansé, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, n'a pas une image très bonne auprès des consommateurs et auprès même des organisations gouvernementales. Donc, nous avons travaillé pour nous
nous défaire en fait de cette matière. Alors le premier pas, chez Somfy, on marche par petits pas pour pouvoir avancer. Donc le premier pas, c'était de se dire comment on peut déjà faire un premier pas. Et c'est ce qu'on nous a proposé, c'est de dire au lieu de faire du polystyrène à partir de pétrole ou de gaz issus du minerai, c'est de faire du polystyrène à partir de gaz de méthanisation. Donc le gaz de méthanisation, c'est un gaz qui est fait à partir de végétaux et de bactéries. Et ces bactéries vont créer en fait du méthane en attaquant le végétal. Donc, ça permet d'économiser 50% de gaz à effet de serre, ce qui est déjà un bon premier pas. Et là, nous travaillons actuellement pour passer sur un deuxième pas, donc pour remplacer complètement le polystyrène par une autre matière. Donc ça, c'était un premier axe. Le deuxième axe dont vous parliez à l'instant, c'était sur nos commandes e-commerce, puisque nous avons un site internet où vous pouvez acheter, et nous pouvons tous acheter en tant que particulier des produits Somfy, tels que des alarmes ou des portes de garage, des motorisations de portes de garage ou autres. Et donc sur ce site, on va livrer en direct le client. Donc vous et moi. Et l'idée, c'était vraiment, encore une fois, que l'emballage porte l'image de Somfy et ne pas se retrouver comme le dessin en haut à gauche avec un énorme carton pour un tout petit colis à l'intérieur. Ouais. Et donc, nous avons trouvé le système PackSize, que vous connaissez certainement, mais il y en a d'autres sur le marché qui sont à peu près sur le même principe et qui vont, à partir de cartons en Z, comme vous pouvez voir en bas à droite, dérouler un certain métrage de carton, découper une boîte et que vous pourrez ensuite coller et monter pour mettre votre produit à l'intérieur. Et donc là, on est vraiment au millimètre près autour du produit. Du produit, oui, voilà. Oui, clairement. Moins de ressources utilisées, c'est ça. Donc, moins de calage aussi, parce qu'il y a moins de vide. Donc, alors en fait, plus de calage du tout. Donc quand on consulte des expressistes comme Chronopost ou autres, ce qu'ils disent, c'est que les produits qui sont le mieux protégés, ce sont les produits où il n'y a pas d'air autour. Parce que le carton ne peut pas s'écraser donc autour du produit. Il est déjà complètement skinné autour du produit. D'accord. Voilà. Alors, tout n'est pas rose avec cette techno, puisque en fait, chaque produit ayant sa dimension, sur les palettisations, vous vous retrouvez avec un Tetris, pour ceux qui ont connu le jeu, où pour les empiler les uns au-dessus des autres en faisant quelque chose qui soit stable, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est un petit peu le revers de la médaille de ce type d'emballage. Alors, on a peut-être une question concernant par rapport au PSE. Quelqu'un pose la question, est-ce que c'est home compost? Alors non, parce que ça reste du polystyrène expansé. La seule différence, c'est que au lieu d'être fait à partir de pétrole ou de gaz issu du minerai, c'est fait à partir de gaz de méthanisation. Mais sinon, c'est exactement le même produit au final. Même matériau de base. Le matériau de base, voilà, la même chose. D'accord. Tout à fait. Ok. Oui, c'est bien, effectivement, c'est ce qu'on appelle le mass balance, tout à fait. Ouais. Merci Fabrice. Les experts sont là. Y a-t-il des tests de transport que vous validez pour ces emballages? Alors, là, on était sur la même matière, donc on n'a pas refait des tests de transport puisqu'on était sur la même chose. Mais si effectivement on passe sur d'autres typologies, il y a bien sûr des tests qui sont faits. Laetitia, c'est et Hervé Maïn, pas seulement d'ailleurs oui, des tests.
Et pas seulement d'ailleurs des tests de transport, mais aussi des tests à la vibration, où on va poser comment on appelle ça, un accéléromètre sur le produit et enregistrer en fait les vibrations qu'il va ressentir après une chute. Et donc du coup, par là, pouvoir comparer deux solutions et les jauger de manière scientifique. Voilà. Merci pour ces explications. Vous pouvez poser d'autres questions par la suite. Je vous propose de passer à notre deuxième intervenant, Gilles Bessecker, qui est lui aussi ingénieur en conception packaging. Les types d'emballage que l'on a, qui existent, les 3 types d'emballage, en plus l'éco-conception, la réglementation, tout ça, vous avez été amené à faire évoluer aussi vos emballages et votre approche. Donc, expliquez-nous un petit peu votre expérience sur le sujet. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'emballage, rappelez un peu ce que c'est. Donc, on connaît bien l'emballage primaire, c'est celui que l'on a en tant qu'utilisateur final. Il existe également des emballages secondaires, des emballages, on peut dire, de groupage, qui sont plus destinés aux distributeurs, aux grossistes, également pour ce qui est de la manutention dans les grandes surfaces avant la mise en rayon. On a l'emballage d'expédition, les cartons, qui regroupent donc les emballages primaires ou les emballages secondaires. Et ensuite, on a la palettisation pour le transport et le stockage. Donc moi, mon travail consiste à définir l'emballage, de l'emballage primaire jusqu'à la palettisation. La palettisation est également concernée par l'éco-conception, au même titre que les autres niveaux. Ne serait-ce que si on optimise une palette pour le transport, eh bien, on réduit, je dirais, on optimise également les émissions de CO2 liées au produit. Plus on remplit un camion, moins on a besoin de camions sur la route pour transporter le produit, et donc moins d'émissions de CO2. Ça fait partie de la donne, effectivement. Donc, ça fait partie de la donne. Et donc, dans mon activité, je suis amené donc à travailler tous ces aspects-là. Donc, les aspects structure de l'emballage, les caractéristiques, le matériau, les dimensions, et également la partie graphique. Donc, aussi bien la partie graphique, je dirais marketing, l'habillage du produit pour la vente, mais également tout ce qui est étiquette réglementaire, étiquette CLP pour les produits chimiques ou des étiquettes avec des informations plus réglementaires que marketing. Déjà, l'éco-conception, est-ce que c'est un concept récent? En fait, non. Dès 1994, il y avait une directive européenne qui incitait les entreprises à réduire et à limiter le poids et le volume de ces emballages au strict minimum ou minimum nécessaire. Donc, minimum nécessaire, ça laissait un peu de place à l'interprétation. Mais disons que voilà, l'éco-conception, même si on ne l'appelait pas comme ça, faisait déjà partie du métier à partir de 1994. Donc, pour moi, dans ma carrière d'ingénieur packaging, ça a toujours fait partie des choses que j'avais en tête quand je définissais un emballage. Une petite parenthèse, il y a toujours le décret 3R maintenant qui vient se rajouter à cela, qui est le réemploi, la réduction, le recyclage. Voilà, c'est une obligation qui est présente et qui complète le décret européen finalement. C'est vrai aussi que la réglementation de 94 était plutôt connue du côté du monde de l'emballage plutôt que du côté du grand public ou je dirais, des donneurs d'ordre et des décideurs. Donc c'est vrai que ça renforce un peu l'accent sur l'éco-conception des emballages aujourd'hui plus qu'hier. Alors la question, c'est est-ce que l'éco-conception signifie la même chose partout? C'est la question qu'on se pose. Alors c'est une question à laquelle j'ai eu affaire puisque travaillant dans une multinationale, j'ai des collègues aux États-Unis et je me suis aperçu que nous n'avions pas la même vision des choses. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la priorité, jusqu'à récemment, c'était de limiter le poids et le volume des déchets envoyés en décharge. Le recyclage n'avait pas encore vraiment pris là-bas et ne représentait pas de gros chiffres. Donc pour eux, faire de l'éco-conception, c'était réduire le volume des emballages. Ce qui fait que j'ai eu un jour une collègue aux États-Unis qui m'a envoyé un plan d'emballage pour un sachet plastique en remplacement d'une boîte en carton. Donc pour moi, habitué, je dirais,
aux exigences des taxes éco-emballage où le plastique est plus taxé que le carton, bah forcément, ça m'a surpris. Mais pour eux, c'était de l'éco-conception. Et d'ailleurs, ils le présentaient tel quel, quoi, pour je dirais, un avantage pour l'environnement. Donc, il faut aussi avoir ça en tête, c'est que en Europe, on a des directives européennes, on a, je dirais, des filières, je dirais, des conceptions qui sont à un certain niveau. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier la visibilité, enfin le côté environnemental est relativement récent. Il faut attendre la réglementation pour faire de l'éco-conception, finalement. Est-ce que c'est ça qui va pousser les entreprises à bouger ou est-ce qu'il y a des valeurs quand même internes? Alors là, j'ai également un autre exemple donc, concernant le PVC. Donc, le PVC, à ma connaissance, bon, n'est pas interdit, on essaye de l'éviter, mais dès les années 90, la Suède a fait des propositions pour interdire le PVC dans les emballages et dans les produits. Donc, soit on attendait la réglementation pour réagir, soit on anticipait, et l'idée, c'était plutôt d'anticiper pour éviter de perdre des marchés, parce que même si la réglementation n'était pas là, la sensibilité du public commençait à changer. Donc, nous avons cherché des solutions pour remplacer le PVC partout où on en avait. On a utilisé du polyéthylène, du polypropylène, des matériaux qui avaient des propriétés voisines, pas forcément au même prix, parce que le PVC avait quand même un avantage au niveau du coût. Mais pour être sûr de pouvoir continuer à vendre partout en Europe, parce que la multinationale est un marché européen, et moi je travaille pour le marché européen, il fallait trouver des solutions. Donc nous avons remplacé graduellement tous les films PVC que nous pouvions avoir dans nos films de groupage, dans nos films d'emballage. D'accord. Ouais. Alors justement, vous parliez du prix. C'est une question qu'on peut poser à nos deux intervenants. Est-ce que l'éco-conception, est-ce que ça coûte plus? Est-ce que ça rapporte? Est-ce que vous, dans vos expériences, comment vous le percevez et qu'est-ce qu'on met combien ça coûte? Qu'est-ce qui rentre dans le calcul de combien ça coûte, hein? C'est vrai que là dans le cas du PVC, le fait qu'on risquait de perdre des clients, clairement, c'est un moteur de changement. C'est beaucoup plus facile de faire accepter des changements quand on a un aspect économique positif. D'ailleurs, le fait de réduire le volume, le poids d'un emballage, de faire un emballage au plus juste, a souvent l'atout de réduire le coût total de l'emballage ramené au produit. Et donc, on a beaucoup plus de chances de faire accepter ces changements quand il y a un gain à la fin. Au contraire, on peut avoir des cas où il faut investir je dirais, pour passer à l'éco-conception, pour mettre en place l'éco-conception, il faut investir dans de nouveaux équipements, il faut investir peut-être dans des réorganisations d'usines, d'ateliers. Il faut peut-être changer de fournisseur et mettre, je dirais, en marche toute une série d'opérations avec des intervenants différents. Et ce genre de coût peut rendre assez frileux au niveau des décideurs. Donc là, j'ai un exemple en tête de solutions d'éco-conception qui a rencontré de gros freins. J'ai travaillé avec un collègue il y a quelques années sur un emballage pour un produit lourd. Et quand je dis lourd, c'est une trentaine de kilos. Donc un carton de 30 kilos, c'est déjà un joli bébé. Et donc l'idée, c'était de pouvoir gerber les palettes, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, superposer les palettes en stockage dans les camions. Et l'idée, c'était justement de superposer les palettes dans les camions. Pour optimiser le transport. Pour optimiser le chargement des camions, pour mettre moins de camions sur la route et donc réduire les émissions de CO2, d'une part, et les coûts logistiques, d'autre part. Oui. Donc, on a eu une demande donc, je dirais de la supply chain. Donc, les gens de la logistique nous ont dit, trouvez-nous un emballage qui puisse permettre de gerber d'abord ces cartons et ensuite ces palettes. Et donc, mon collègue s'est lancé dans cette opération parce que c'était lui qui était en charge de la conception. Moi, je l'assistais à ce moment-là. Et donc, c'est un grand technicien. Donc, il a trouvé une solution très technique, vraiment une prouesse technique. Son emballage était assez élaboré. Il avait fait des tests pendant des mois. On avait fait des tests de transport pour voir comment se comportait le carton dans le transport.
Et quand il a présenté à la fin sa solution, quand il a présenté le coût de la solution, il y a eu un grand silence parce que forcément, comme c'était très élaboré, c'était renforcé de partout, c'était très résistant, ça coûtait forcément beaucoup plus cher que la solution de base qu'on utilisait auparavant quand on ne gerbait pas les palettes. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que l'interlocuteur qui nous avait fait travailler là-dessus n'avait qu'une intuition du gain qu'on pouvait obtenir en gerbant les palettes dans les camions. C'est-à-dire, il se disait, si on met plus de palettes, on va gagner de l'argent. Mais à aucun moment, ça n'a été chiffré. Résultat, la solution packaging coûtait de l'argent. Personne n'a voulu l'accepter telle quelle, parce qu'il ne comparait que le prix de l'emballage de départ avec le prix de l'emballage final. Oui. Et donc, la solution a été enterrée alors qu'il aurait fallu chiffrer la situation totale, globale au départ, c'est-à-dire les coûts logistiques, les coûts de stockage, les coûts de main-d'œuvre, et ensuite comparer avec la nouvelle solution, les gains en logistique, plus le coût de l'emballage pour voir si ça s'équilibrait ou pas. Ouais. Donc là, la solution a été enterrée parce que le chiffrage n'a pas été fait. Donc, c'est important de bien chiffrer tout le circuit, toute la chaîne. C'est ce qu'on appelle le coût global d'acquisition en achat, le TCO, en termes techniques achat, qui doit être pris en œuvre. Et vous, Henri, est-ce que vous aviez une expérience par rapport à cette question sur le coût, ce que ça rapporte? Alors, je dirais que j'ai vu vraiment l'évolution sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire de l'éco-conception si ça ne coûtait pas plus cher, voire si ça faisait économiser de l'argent, c'était encore mieux. Et j'ai vu là l'évolution puisque maintenant l'entreprise a compris que parfois il est nécessaire de mettre plus d'argent pour pouvoir avoir une solution qui corresponde à ce qu'elle souhaite. Donc c'est l'exemple du polystyrène biomasse balance, pardon. Et effectivement, c'est une solution qui coûte un peu plus cher. D'accord. Donc la société a mis l'argent qu'il fallait pour obtenir cette solution. Ouais. Puis l'image de société, c'est difficilement chiffrable. Une image qui ressort de la société, c'est pas toujours évident. C'est ça, tout à fait. D'accord. Mais il y a vraiment eu là, dans les 3 ans, là, une bascule dans la mentalité de la direction pour se dire oui, je peux payer plus pour avoir. D'accord. Je confirme à mon niveau aussi, dans la multinationale, même si les aspects développement durable faisaient déjà partie, je dirais, de l'historique. Depuis quelques années, il y a un accent c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans, clairement. Et c'est beaucoup plus étendu. Avant, c'était vraiment un service développement durable qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, ça commence à infiltrer différents services en même temps. Donc, alors justement, qu'est-ce qui coince alors? Qu'est-ce qui peut coincer? Quels sont les freins? La supply chain, le marketing, la direction, les finances, où est-ce que ça coince? C'est le moment où je vais me faire quelques ennemis. J'espère pas. On va pas faire de généralité, mais dans mon expérience, pendant longtemps, le marketing était un peu, je dirais, le frein à l'éco-conception, dans le sens où la priorité était plutôt à la communication plutôt qu'aux aspects environnementaux. C'est-à-dire qu'on préférait avoir beaucoup plus de place sur l'emballage pour communiquer, pour avoir un nombre de langues maximum, surtout quand on vend dans toute l'Europe, quitte à avoir un emballage surdimensionné par rapport aux produits. Donc pendant longtemps, c'était, je dirais, l'objectif premier, surtout pour les produits grand public, pas pour les produits industriels. Produits industriels, les priorités sont ailleurs, mais au niveau grand public, l'idée c'était montrer le produit, donner un maximum d'informations, un minimum de place. Donc, parfois, quand on ne pouvait pas, agrandir l'emballage pour pouvoir avoir ces informations-là, avoir des emballages avec différents composants, je dirais des coques plastiques ou des fenêtres, des choses comme ça pour montrer le produit. Et c'est vrai que au niveau marketing, c'était la priorité. Et
maintenant, avec le retour en grâce du vrac, des priorités environnementales, on a quand même un retour vers des choses plus éco-conception, enfin plus proche de l'éco-conception. Mais bon, on a aussi, nous, à notre niveau, des informations qu'on peut diffuser au niveau du marketing, notamment tout ce qui est filière de recyclage, avec le fait que tout ce qui est multicomposant est plus difficile à traiter dans les filières. Et Citeo, pour ne citer que, prône l'usage de monomatériaux. Donc, c'est un message qu'en fait, on fait l'éducation aussi du marketing en apportant tout ce qui est réglementation, nouvelles tendances et nouvelles obligations et ce genre de choses. Ouais, comme certains le présentent dans la discussion, hein, la réglementation, ça reste le meilleur moyen de faire changer les habitudes ou ce que tout le monde rentre voilà, dans une vision plus globale de la chaîne de valeur. Hein. Certains me disent oui, c'est seul le prix de revient unitaire en projet qui est pris en compte. Mais ça dépend de la maturité aussi dans les entreprises. Hein. C'est du domaine des achats. La maturité achat dans les entreprises va aussi apporter son lot de connaissances et d'expertise en prenant en compte tous les éléments ou pas. Et ça, c'est une montée en maturité aussi de l'entreprise et de sa manière d'aborder les sujets. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a aussi un élément au niveau du marketing qu'il faut considérer, c'est qu'il y a toujours le risque de faire du greenwashing, de l'éco-blanchiment. Et c'est vrai qu'à une époque, je me souviens très bien, on nous a dit qu'il faut se lancer dans l'emballage vert, entre guillemets, et donc on a lancé des gammes emballées avec du film PLA. PLA étant un film type plastique, mais à base de matière végétale. Donc biosourcée plutôt qu'à base d'énergie fossile, enfin de produits fossiles. Et donc, le marketing nous a créé carrément une gamme de produits verts avec des étiquettes vertes, des graphismes très verts. Mais en fait, c'était qu'une partie de la gamme. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu… voilà, regardez, on fait des produits verts, mais bon, oubliez tout ce qu'on a fait à côté, tout ce qu'on fait avec du film polypropylène, polyéthylène à base de pétrole. Donc là, il y a quand même un risque. Donc, on essaye… de plus en plus, et bon, là, c'est un peu la politique actuelle de l'entreprise dans laquelle je travaille, d'être très prudent dès l'instant où on communique sur la partie développement durable. Oui. Voilà, parce que aujourd'hui, on a tellement plus de risques d'être attaqué de partout parce qu'on fait du greenwashing que ça rend un peu frileux au niveau de la communication. Et par exemple, pour reprendre l'exemple du PLA, le PLA a été abandonné pour des raisons principalement en marketing. C'est que rapidement on s'est aperçu que le film avait au toucher une sensation un peu désagréable, il faisait un bruit pas forcément agréable par rapport à l'emballage précédent. Donc résultat, la gamme a disparu telle quelle, parce que voilà, le marché n'était pas prêt pour ce genre de changement. D'accord. Alors, pour terminer les questions, l'éco-conception, c'est pas qu'un aspect technique, hein. Voilà, on le disait, on l'a un peu évoqué, c'est un engagement de tous, de toute la chaîne de valeur dans l'entreprise, hein, tous les acteurs dans l'entreprise, hein, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Et comment faire pour les faire adhérer à cette démarche, que ce soit dans l'une ou dans l'autre des entreprises? Il y a d'autres aspects aussi qui peuvent freiner, je dirais, l'éco-conception et puis l'avancée qu'on peut avoir. C'est la faisabilité industrielle. Là, j'ai un exemple récent d'emballage en acier qu'on pouvait donc se procurer en reconditionné, c'est-à-dire au lieu de refabriquer des fûts en acier, on en achetait qui avaient déjà été utilisés, on les reconditionnait, ils étaient comme neufs. Donc, sur le papier, l'idée était géniale, sauf que c'était encore à l'état un peu expérimental, en tout cas à petite échelle industrielle. Résultat, quand on a une grosse entreprise qui a des gros volumes à mettre sur le marché, on ne peut pas se permettre d'avoir le risque d'avoir un risque au niveau de l'approvisionnement. C'est-à-dire, si le circuit n'est pas alimenté en amont avec de la matière, on ne peut pas être livré à la fin. Donc, c'est un peu le problème de tout ce qui est
recycler, à base de recycler, c'est que pour qu'on ait du recyclé, il faut que la filière existe et qu'on ait de la matière recyclée pour la remettre dans le circuit. Donc ça, on peut avoir encore ce genre de soucis tant que les filières ne sont pas plus développées partout dans le monde. D'accord. Ouais. Et vous, chez Somfy, pour que tout le monde intègre cette politique, cette stratégie, est-ce que c'était facile? Est-ce que ce soit les partenaires, que ce soit en interne? Alors, effectivement, engagement de tous, c'est tout à fait ça, hein, parce que Act for Green, hein, pour revenir sur cette démarche, ça a été d'abord un travail de la direction du développement durable qui a essayé de voir qu'est-ce qui était possible de faire. Et ensuite, après, le gros travail, ça a été de la vendre comme un standard. Et donc, à partir du moment où c'était un standard, bah, ça s'appliquait à tous. Donc, en gros, comme un peu une montée et puis une redescente vers l'ensemble. Et je pense que vraiment, sans cet engagement finalement de la direction, puisqu'il n'y a que la direction qui peut imposer, bah, je pense que voilà, on peut pas avancer, ou alors de manière très, très ponctuelle ou très éparse. Oui, tout à fait. D'accord. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment une solution, c'est un acte d'équipe Ouais. qu'on doit avoir dans l'entreprise. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, l'éco-conception, c'était un peu un gadget de bureau d'études en emballage. On avait des solutions techniques, on sortait des nouveaux matériaux à base de tout et de produits naturels. Mais on était quand même bloqué par l'aspect économique. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'idée de mettre ça sur toutes les gammes, pour tous les produits, et d'en faire vraiment quelque chose de basique, quoi, de changer la façon de fonctionner complètement. Donc là, c'est vrai qu'il faut que toutes les fonctions soient d'accord et que ça soit également donc une direction globale de l'entreprise de se diriger vers ce genre de démarche. Sinon, ça reste du gadget, ça reste, ça reste dans certains bureaux d'études, mais ça ne dépasse pas le stade du détail. Ouais, c'est difficile de convaincre tout le monde et voilà, faut user de beaucoup de patience pour que ça avance dans ce cas de figure. Très bien, ben merci. Alors, juste pour terminer en quelques mots, parce qu'on a pas mal dépassé le temps, mais c'est sûr qu'il faut changer l'approche, hein, repenser le packaging. Alors, le développement packaging doit être différent. On parlait de coûts et bon, la petite illustration qu'on vous montre là, c'est effectivement avec entre des différents matériaux, hein, les lois réglementation 3R, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'on utilise moins de ressources pour la même chose, on prend en compte les aspects logistiques, donc la place l'encombrement que cela prend, les nombres de camions que cela prend. Et c'est que chez Alterae, voilà, on pousse pour présenter ces produits nouveaux, innovants, qui vont permettre de trouver des solutions, pas à tout bien entendu, mais un certain nombre. Donc voilà, on est dans cet axe-là, on veut faire connaître ce produit pour que on trouve d'autres solutions par rapport à ce produit qui permettrait à la fois de trouver des solutions de calage, mais aussi peut-être de réutilisation, hein, parce que 3R c'est la réutilisation, et avec un produit qui se transporte plus facilement, pourquoi pas repenser la réutilisation, hein, d'une manière inter-entreprise. Alors, vers le grand public, c'est plus difficile, hein, c'est clair, mais en tout cas, qu'il soit réutilisable, qu'il soit biodégradable, en tout cas, même s'il finit dans la nature, on ne retrouve pas trace pendant des centaines d'années. Je pense que c'est la continuité de toutes ces démarches. Donc, moi, merci aux deux intervenants. L'équipe d'Alterae souhaitait vous remercier d'avoir répondu présent au webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si la moindre interrogation subsiste ou afin d'en apprendre plus sur nos produits. À bientôt!